Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de vous accueillir dans ce premier webinaire Focus FP de notre association. Au nom de tous les conseillers de l'association, dont un certain nombre vont intervenir devant vous, je vous remercie de votre présence et de l'intérêt que vous témoignez sur la thématique de cette conférence, accompagner et informer les populations touchées par la crise. Je remercie naturellement nos partenaires, à l'UNCAS, mais aussi à la Fondation du Pacte de Performance, qui accepte aujourd'hui d'intervenir à nos côtés. Et je me présente, mon nom est Patrice Cross et je suis donc le directeur de finance et pédagogie. Avant de vous présenter brièvement les thématiques que nous allons traiter au cours de cette réunion qui devrait durer une petite heure, juste vous informer, vous donner quelques éléments techniques, vous dire que vous ne pouvez pas intervenir directement et prendre la parole au cours de cette conférence. En revanche, il y a une petite icône en haut à droite qui ressemble à une bulle de bande dessinée pour les amateurs et avec un petit peu un point d'interrogation. Cliquez dessus, posez vos questions et nous ferons remonter les questions tout au fil de cette réunion. Et en fin de séquence, nous consacrerons 5 à 10 minutes pour répondre aux interrogations qui pourraient être les vôtres. Si par ailleurs vous avez un problème de connexion à un moment donné, pas de panique, vous recliquez sur le lien et vous devriez pouvoir nous rejoindre assez facilement. Alors naturellement, au cours des mois écoulés, on a développé cette pratique du webinaire. On sait que c'est tout le temps un petit pari, qu'il peut y avoir des problèmes de flux internet, des petits problèmes techniques. On va essayer de prendre tout cela avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de patience aussi parfois, et on espère que vous pourrez tous nous suivre facilement, sachant que par ailleurs, cette conférence pourra être consultée sur notre site internet. Je vais demander à notre réalisateur, c'est pas un réalisateur TV, mais quasiment à distance, de passer au slide suivant. Et je vais en quelques mots vous présenter l'objectif de cette réunion. D'abord, vous parler d'éducation financière, puisque c'est le cœur de métier de finance et pédagogie. Nous, l'ambition qui est la nôtre depuis 60 années, que les caisses d'épargne nous ont créées et nous soutiennent depuis lors en tant que mécènes, notre ambition, c'est d'amener chacun à mieux maîtriser les questions d'argent. Il n'est pas possible de mener sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie citoyenne, si on n'arrive pas à avoir une bonne connaissance et une bonne pratique des questions d'argent. Or, en la matière, souvent, on est beaucoup moins compétent qu'on pourrait le penser, les uns et les autres. Puis, il y a beaucoup de tabous. D'où l'idée d'avoir des structures comme Finance et Pédagogie, qui au quotidien, en lien avec les partenaires, vont intervenir pour dérouiller sur tous ces sujets les esprits, faire en sorte que ça se passe au mieux et finalement libérer les initiatives des uns et des autres. La connaissance libère, c'est bien connu. Alors, point important, c'est que ce sujet, il est très vite très concret. Et que dès qu'il y a une évolution dans la société française, eh bien, il y a forcément quelque part une dimension liée à l'argent. Le développement durable, il y a une dimension financière, le développement des études des enfants, l'évolution du cercle familial, il y a des dimensions financières, la création de sa propre activité, il y a une dimension financière. C'est donc un sujet éminemment d'actualité, mais également qu'on rencontre très fréquemment dans sa vie. Finance et pédagogie, comme je vous le disais à l'instant, c'est 60 années d'expérience, c'est une quinzaine d'antennes réparties sur tout le territoire, c'est une forte capacité à déployer des programmes sur l'ensemble du territoire et en lien avec nos partenaires. Nous avons 1 millier de partenaires et pour une année normale, c'est à peu près 50 000 personnes qui sont accompagnées, 3 500 formations, il y a 1 millier de partenariats liés avec nos contacts sur l'ensemble du territoire et je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont parmi nous. Je vous parlais d'une année normale, or nous sommes dans une année qui, depuis maintenant le printemps dernier, s'est écoulée dans des conditions tout à fait exceptionnelles, avec une crise sanitaire, une crise maintenant économique et sociale, tel que notre pays n'en connaît que tous les demi-siècles, voire plus tous les siècles. Nous, ce qui nous a frappé dès le printemps dernier, c'est l'impact que cette crise faisait peser sur des populations qui, probablement, en temps normal, s'en seraient très bien sorties. Des pertes d'emploi, des études qui sont complexifiées, des modèles économiques qui sont revisités, on le verra tout à l'heure, avec la représentante de la Fondation du Pacte de Performance qui intervient dans le domaine sportif. Il fallait réagir.
il fallait réagir face à ce changement des règles et des pratiques. Et c'est la raison pour laquelle toute l'équipe finance et pédagogie a investigué dès le printemps dernier de nouveaux dispositifs de formation, de nouvelles thématiques pour, avec nos partenaires, accompagner toutes les populations qui étaient concernées par cette crise. Donc, il y a eu de nouveaux sujets à creuser. Il y a un certain nombre vont vous être présentés par les uns et les autres. Il y a de nouveaux supports de formation qui ont été réalisés. Il y a un certain nombre vont également vous être présentés au cours de cette réunion. Il y a des flux d'informations pour nos partenaires qui ont été mis en place. Puis également, nous avons développé de nouveaux canaux de diffusion, puisqu'il était moins facile de se présenter physiquement devant nos publics, mais il fallait qu'on intervienne à distance. Ça a été un effort d'adaptation important, c'est passionnant, nous avons la conviction que c'est extrêmement utile pour toutes les personnes qui sont dans la tempête actuelle, et le webinaire qui va bientôt commencer, qui a commencé, va vous permettre de faire le point sur l'ensemble de nos nouveautés, pour que le moment venu, si vous en avez besoin, vous puissiez vous rapprocher de nous, et qu'on puisse avec vous inventer des solutions adaptées. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. On va pouvoir avancer désormais dans le déroulé. Je voudrais d'abord accueillir Hélène-Sophie Ménage, qui représente l'Union nationale des CCAS. Bonjour Hélène-Sophie. Habituellement, on se croise au comité éducation financière en présentiel. Aujourd'hui, nous sommes à distance. Merci Hélène-Sophie de représenter l'UNCAS. Les CCAS sont des partenaires nombreux de finance et pédagogie. On intervient fréquemment pour leurs équipes, pour les bénéficiaires de leurs dispositifs. Et on est très heureux, Hélène-Sophie, aujourd'hui de pouvoir faire un point avec toi sur la manière dont les CCAS vivent la crise. Je vais te laisser dans un premier temps te présenter pour que tous nos partenaires et nos interlocuteurs identifient plus précisément les CCAS, et je te poserai ensuite quelques questions. À toi, Hélène-Sophie. Oui, merci Patrice. Bonjour à tous. Alors déjà, je suis très heureuse de participer à ce webinaire. Alors Patrice, tu l'as dit, c'est vrai que les CCAS localement travaillent beaucoup. Enfin, nos deux réseaux travaillent déjà beaucoup ensemble sur le terrain. Juste pour vous redire d'où je parle, effectivement, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Donc on est une des plus anciennes associations d'élus. On est en 1926, donc ça date un petit peu. Et on représente les maires et maires adjoints aux affaires sociales et leurs CCAS, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Donc notre conseil d'administration a été renouvelé dernièrement. L'UNCAS est désormais présidé par Luc Arvounas, qui est également maire d'Alfortville. On est structuré sur le territoire dans une soixantaine de départements, donc il n'est pas exclu que vous ayez affaire prochainement à des unions départementales de CCAS qui sont présidées aussi par des élus locaux. Et donc on a classiquement un rôle de représentation, de tête de réseau, de promotion de bonnes pratiques et d'accompagnement de nos adhérents au quotidien. Pour recentrer un peu sur la question qui nous occupe aujourd'hui, alors c'est vrai que dans le champ de l'accompagnement budgétaire, l'inclusion financière, donc l'UNCAS a différents partenariats avec la Caisse des dépôts par exemple autour du microcrédit personnel, avec la Banque de France naturellement, et c'est vrai que Patrice le rappelait, on se croise assez régulièrement, soit au sein des comités opérationnels éducation financière. L'UNCAS participe également à l'Observatoire de l'inclusion bancaire depuis sa création. Donc voilà, effectivement, on a une approche alors qui est moins spécialisée que la vôtre, puisque les CCAS ont un rôle généraliste, comme je le rappelle, ils ont un statut d'établissement public. Et donc à ce titre-là, nos adhérents ont été, Patrice, tu l'as très bien souligné aussi, mobilisés évidemment clairement pendant cette crise, ils le sont toujours. Alors, au titre de leur mission légale, qui relève plus de l'information, de l'accès aux droits, alors après sur des dispositifs parfois un peu spécifiques, alors soit des dispositifs généralistes comme le site Mes questions d'argent, par exemple, voilà, on contribue nous aussi à la diffusion de cette information au sein du réseau pour que les CCAS eux-mêmes puissent transmettre cette information auprès de leurs bénéficiaires, et ou après sur des choses beaucoup plus ciblées, comme par exemple l'offre spécifique client fragile. Donc là, tout de suite, évidemment, je mets le pied dans des considérations très concrètes et très précises, mais c'est pour recentrer aussi un petit peu le débat. Et au-delà de leur mission légale, il y a tout ce qui relève de leur politique d'aide facultative, puisque le CCAS est en charge d'une mission de prévention et de développement social sur la commune.
Et donc à ce titre-là, il peut en réalité développer tout un tas de leviers extrêmement différents auprès de publics très divers. Et j'y reviendrai après peut-être sur les impacts de la crise. Et Patrice, tu l'as déjà dit un petit peu sur les publics, les nouveaux publics qui ont frappé à la porte des CCS, et des publics qu'on n'était pas forcément habitués à voir jusqu'à présent, sachant que même si le CCS est un établissement public ouvert à tous, c'est cette mission généraliste d'information et d'accès aux droits, c'est vrai que dans les publics, on est plutôt sur bénéficiaires de minima sociaux, femmes seules avec enfants, travailleurs pauvres, enfin voilà, plutôt des personnes en situation de fragilité financière, que les CCS accompagnent dans des modalités diverses, soit en accompagnement individuel, soit en accompagnement collectif. Alors, dans les différents leviers, il y a effectivement les aides directes, les aides financières directes qui rentrent dans le cadre de la politique d'aide facultative définie par la commune. Et puis après, il y a évidemment des dispositifs un peu plus particuliers. Les CCS sont environ 300 à proposer du microcrédit personnel. Une cinquantaine sont labellisés PCB. Et donc voilà, on voit que sur les territoires, beaucoup d'interventions très différentes permettent aussi au CCS d'accompagner les personnes, et souvent en lien, effectivement, notamment par exemple dans le cadre du microcrédit personnel, avec des partenaires, par exemple Parcours Confiance ou d'autres, enfin évidemment dans le cadre de l'accompagnement de ces publics. Donc peut-être pour recentrer sur, sauf à ce que tu as une question Patrice, mais peut-être pour recentrer sur l'impact de la crise, en tout cas, comment les CCS ont perçu cet impact et à quel niveau ça s'est manifesté? Je ne sais pas si ça suit à peu près. Alors, Hélène-Sophie, c'était exactement mes questions, et je vais même poser celle d'après, comme ça tu pourras répondre à tout d'un bloc. C'est effectivement vous, quels sont les principaux impacts de la crise, c'est que vous les percevez parmi vos publics actuels ou nouveaux, et comment surtout vous adaptez vos dispositifs par rapport à ces impacts ainsi observés. Comme je l'ai dit, alors effectivement, je le rappelais, les CCS sont d'abord des établissements publics. Et donc à ce titre-là, on l'a vu pendant le premier confinement notamment, dans un souci de continuité du service public, ils ont par tous les moyens, et quoi qu'il en coûte presque, essayé de maintenir le lien le plus possible avec les personnes qu'ils accompagnaient déjà. J'évoquais par exemple les bénéficiaires de minima sociaux, et ou potentiellement d'autres personnes qui n'étaient pas forcément connues de leur service. Donc voilà, l'impact il s'est mesuré évidemment au regard des difficultés financières des publics des CCS. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont été ciblés, qui ont fait l'objet, ou en tout cas qui ont perçu des aides exceptionnelles telles que délivrées au niveau national, bon bah celles-ci à peu près s'en sortaient plus ou moins, ou en tout cas voilà, les CCS ont essayé de maintenir le lien. Et puis évidemment, en termes d'impact, il y a tout ce qui relève pour nous de la lutte contre l'isolement au sens large, donc soit auprès de publics un peu traditionnels, par exemple les personnes âgées, qui peuvent être aussi en difficulté financière, par exemple pour les personnes âgées aux petites retraites, et ou des personnes qui se sont retrouvées un peu à la limite et qui justement jusqu'à présent n'étaient pas forcément celles qui étaient dans les radars entre guillemets, donc des jeunes, des intérimaires, des personnes au chômage de fait, des personnes qui voilà, en situation précaire, qui jusqu'à présent étaient un peu à la limite, arrivaient à se débrouiller et qui finalement ont poussé la porte du CCS au regard des difficultés auxquelles elles ont évidemment été confrontées. Et alors là, je passe évidemment en dehors des aides que j'évoquais précédemment, qui sont les aides financières directes et dans le cadre d'une logique d'accompagnement, parce que l'objectif c'est bien de viser après l'autonomie des personnes au-delà des situations d'urgence. Il y a tout ce qui relève des aides vraiment très concrètes et très directes. Là, je passe complètement sous silence tout ce qui relève de l'aide alimentaire, de la gestion des services, type service à domicile. Et donc, je reviens un peu sur la problématique, par exemple, de lutte contre l'isolement, avec un petit focus, évidemment, parce que la crise a exacerbé un certain nombre de problématiques, donc en matière de logement, accentuer évidemment des difficultés financières, et puis évidemment sans parler de la question du numérique. Je crois que ça fait partie des points qui seront abordés pendant ce webinaire, avec une espèce de double peine pour les personnes déjà en difficulté et qui de fait se retrouvaient avec une difficulté supplémentaire et qui sont encore avec une difficulté supplémentaire, et puis des CCS qui, tant bien que mal, essayent de les accompagner. Et justement sur l'adaptation, je vais essayer d'aller un petit peu vite pour ne pas prendre trop de temps sur le déroulé, mais
concrètement, les CSS ont revu très souvent les modalités ou les plafonds, par exemple, pour les aides facultatives, les aides directes, les aides financières, pour essayer de toucher un public plus large, et donc en renvoyant un petit peu les critères d'attribution et les critères d'accès pour bénéficier de ces aides. Alors, c'est des montants qui ne sont pas forcément très importants. À Bourg-en-Bresse, par exemple, ils ont mis en place un dispositif exceptionnel d'une centaine d'euros pour des personnes seules, avec une trentaine d'euros par enfant à charge, etc. Donc, c'est des montants, alors c'est toujours une question de point de vue, hein, c'est beaucoup pour certains et peu pour d'autres. Il y a tout le travail de coordination aussi qui s'est révélé être vraiment un levier décisif. Les endroits où la coordination fonctionnait déjà, évidemment, elle a joué à plein. Donc, on voit le rôle clé aussi des points conseil budget, par exemple, où au travers des CSS labellisés, on voit bien évidemment tout l'intérêt de travailler de concert dans une logique de couverture territoriale. Et puis, beaucoup de réflexions aussi en cours sur les nouveaux partenaires, justement, ces logiques de coordination. Je pense par exemple au CSS de Grenoble qui s'interrogeait sur les liens à tisser ou pas, par exemple, avec la Chambre de commerce et d'industrie de son territoire, alors que spontanément, ce n'était pas forcément le premier acteur vers lequel le CSS serait allé. Donc voilà, beaucoup de questionnements pour essayer, en dehors des logiques d'urgence, être vraiment sur des logiques d'accompagnement, de prévention, puisque c'est vraiment ce qui prime aussi, parce qu'on est quand même sur une ressource publique, comme je disais, CCS établissement public, donc il y a tout ce qui relève de l'aide d'urgence, et puis après, qui relève plus de l'accompagnement au travers de leviers qui dépassent très souvent la seule approche éducation, accompagnement budgétaire, parce que justement les CCS ont cette approche généraliste, et en élargissant un petit peu le spectre pour justement mettre en avant la valeur ajoutée que les CSS peuvent avoir, c'est cette approche un peu à 360 degrés pour tirer le fil des difficultés de la personne en matière de logement, d'inclusion numérique, d'isolement et autres, et en travaillant de concert avec des acteurs comme vous, justement sur des questions parfois plus spécifiques, parce que tous les CSS n'en sont évidemment pas au même point. Il y a des CSS qui sont au taquet, hein, je pense à des CSS comme Nantes ou Laval qui fait du microcrédit depuis des années et qui fait par exemple de la micro-épargne. Tous les CSS évidemment ne font pas ça. Donc nous, notre vocation, c'est d'essayer d'accompagner le plus possible de nos adhérents pour justement cultiver après tout ce qui va un peu dans le prolongement, favoriser les échanges qu'on peut avoir avec des partenaires tels que Finance et Pédagogie sur le terrain. Donc voilà, j'en dis pas plus, je serai avec vous pendant tout le webinaire, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai déjà pris beaucoup de temps, donc je suis à votre disposition. En tout cas, merci Hélène-Sophie. Effectivement, des questions pourront être posées. Moi, ce que je retiens de ton propos, c'est élargissement. On voit bien qu'il faut élargir la palette, il faut élargir le regard, il faut élargir les partenariats. D'évidence, on aura beaucoup à faire. Et pour l'aspect d'éducation et éducatif que tu évoquais, qui est une partie du travail, une partie importante, mais qui doit être poursuivie ensuite sur d'autres aspects d'accompagnement, je vais passer la parole à Véronique Berruyer. La transition se fait toute seule, qui est notre conseillère finance et pédagogie en Côte d'Azur et qui justement va faire un point des actions que nous développons vers les publics fragilisés d'une part et vers les points conseil budget d'autre part. À toi Véronique. Merci Patrice, bonjour à tous. Alors moi je représente l'antenne de Côte d'Azur, je suis dans le Var et les Alpes-Maritimes dans le sud-est et donc je vais vous présenter les actions que nous menons auprès des points conseil budget. Alors on va passer la présentation, voilà la diapo suivante. Donc les points conseil budget, pour faire une rapide définition, ce sont des structures qui peuvent être des associations locales, tutélaires, CCAS, conseils départementaux et autres, et qui ont des missions bien particulières. Alors orienter conseiller orienter un public plus large que celui auquel on a affaire habituellement. Alors vous l'avez dit, Madame Ménage, je ne vais pas revenir sur la qualification de ce public, mais effectivement c'est un autre public qu'il s'agit d'accompagner dans un contexte particulier, puisque les points conseil budget ont été créés à partir de 2016 pour prendre en compte les publics fragilisés par la crise de 2008. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit également, Madame Ménage, la crise que l'on vit actuellement n'est pas du tout, l'impact de la crise n'est pas du tout le même que celui de 2008 et elle n'a pas encore produit tous ses effets. Alors, la seconde mission des points conseil budget, c'est de proposer un accompagnement budgétaire.
globale, individuelle et de mettre en place des ateliers collectifs. Alors, à Finance et Pédagogie, comment on accompagne les points conseil budget? Alors, on est aux côtés d'eux depuis leur création. Par la formation, donc on forme les points conseil budget d'une part dans l'accompagnement budgétaire, alors en période de crise, puisque là on vit actuellement une période complètement inédite. On propose une journée de formation sur cette thématique-là et on propose également 2 journées de formation en 4 modules sur l'univers bancaire qui est de plus en plus complexe. Et donc, ça va nous permettre d'apporter des clés de compréhension aux travailleurs sociaux pour qu'ils puissent accompagner dans les meilleures conditions les publics. On a une approche pragmatique, c'est du pratico-pratique, et on remet à chaque formation et à chaque participant un kit de support pédagogique qui va permettre de continuer de les accompagner. Alors, oui, on est dans un contexte particulier, un contexte de crise qui n'a pas encore produit tous ses effets. Donc, nécessairement, on a adapté tous nos contenus sur le fond, par rapport à ce nouveau contexte, mais également au niveau du format, puisque habituellement on était sur du présentiel et que dès le mois d'avril l'année dernière, on est passé au distanciel pour permettre l'accompagnement et qu'il n'y ait pas de rupture, surtout dans l'accompagnement. Les cibles, ce sont les points conseil budget qui ont été labellisés nouvellement en fin d'année. Mais j'ai envie de dire aussi les points conseil budget qui ont déjà été labellisés parce qu'encore une fois, il y a une nécessité de mettre à jour les informations par rapport au contexte actuel. Les contenus répondent au cahier des charges de labellisation. Et bien évidemment, on met à disposition des professionnels notre expertise, notamment sur toutes les questions bancaires, de manière à ce qu'on puisse parfaire cette formation. Alors, le deuxième angle d'approche pour les points conseil budget, c'est d'accompagner aux côtés des PCB les publics. Alors, on va accompagner les PCB soit dans la mise en place et la montée en charge des ateliers collectifs. Alors, on va être à leur côté, ou alors on va venir animer nous-mêmes les ateliers collectifs. Les ateliers collectifs sur toutes les thématiques traditionnelles. Alors là, on est sur notre cœur de métier depuis 1957, donc depuis plus de 60 ans, sur toutes les questions d'argent, les budgets, la relation bancaire, les crédits, l'épargne. On est vraiment, comme vous l'avez dit, Madame Ménage, dans la prévention du surendettement. Et l'objectif, c'est d'apporter un accompagnement complémentaire à l'accompagnement individuel. Cet accompagnement complémentaire, il est très important. Il maintient le lien social, on dédramatise le sujet et évidemment on aborde ces sujets très délicats de manière neutre et sans jugement. C'est aussi ce sont des moments où on va acquérir des compétences transverses, notamment sur les outils digitaux, et on va aller sur ces questions numériques qui correspondent aussi à une fracture de la société. Alors, les outils digitaux, ça peut être tout simplement en lien avec le budget, les petits outils comme pilote budget ou pilote dépenses. Mais là, je vais passer la main à mon collègue Déli Royo, puisque c'est lui qui va vous présenter cette thématique. Merci Véronique pour cette très belle introduction. Effectivement, Déli Royo, je suis responsable du développement des partenariats chez Finance et Pédagogie et je souhaitais vous présenter rapidement les applications que nous avons développées avec un groupe de partenaires que sont Pilote Budget et Pilote Dépenses. Il y a un peu plus de 3 ans, on a lancé l'application Pilote Budget avec ce groupe de partenaires. C'était à l'initiative de l'association Cerise, Emmaüs Nanterre, et cette application, elle permet en fait de calculer le reste à vivre. Une fois qu'on a renseigné ses ressources et ses dépenses fixes, on a le résultat qui est donné. C'est une étape qui est indispensable en fait dans l'apprentissage de la gestion de son budget et dans la maîtrise de ce dernier. Souvent, c'est une étape qu'on oublie et qu'on ne formalise pas. Donc là, c'était un outil très important mis à disposition de tous. Fort du succès de cette application, en fait, qui est totalement aussi déconnectée de votre compte ou de toute autre source de données, c'est par là la garantie en fait de la confidentialité de vos données.
Elles ne sont pas non plus exploitées par nous qui ont des personnes ou des partenaires qui ont développé ces applis. C'est également aussi sur la base du fait qu'on a constaté qu'il manquait la phase d'après. J'ai mon reste à vivre, mais qu'est-ce que je fais pour contrôler mes dépenses? Et sur cette base-là, donc, on a développé avec le même groupe de partenaires l'application Pilote Dépenses. Les applications Pilote Budget et Pilote Dépenses, elles sont utilisées par nos conseillers auprès des publics qu'ils accompagnent, et ce sont de vrais outils vraiment très utiles, des outils pédagogiques et pratiques. On espère et on le souhaite, et on en est certain, elles seront également utiles pour vous dans vos propres accompagnements. Pour découvrir un peu plus notre dernière née, donc l'application Pilote Dépenses, je vous propose qu'on regarde ensemble une petite vidéo de présentation. Un tiers des Français se retrouvent à découvert au moins une fois par an. Pour éviter les mauvaises surprises et les fins de mois difficiles, téléchargez l'appli Pilote Dépenses. Elle vous permet de suivre et de visualiser vos dépenses en direct. Avec Pilote Dépenses, vous pouvez vérifier en temps réel l'état de votre budget, avoir une vision complète de vos dépenses, même lorsque vous payez en liquide, et identifier les dépenses à réduire. La fonctionnalité vocale vous permet d'inscrire vos dépenses sur l'instant, sans effort. Pilote Dépenses est une application gratuite, totalement confidentielle et anonyme. Elle ne transmet aucune information à votre banque. Vous voulez connaître des fins de mois plus sereines? Vous êtes jeune et vous gérez vos premiers revenus? Ou vous avez subi une baisse brutale de ressources? Pilote Dépenses est pour vous. Prenez le contrôle de votre porte-monnaie avec Pilote Dépenses. L'appli Pilote Dépenses est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play et sur l'Apple Store. Voilà, donc là, vous avez pu voir le groupe de partenaires qui ont été rassemblés pour développer ces applications. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de télécharger l'appli. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser sur le chat et j'essaierai d'y répondre lors de la séance de questions-réponses. Je passe la parole maintenant à mon collègue Lionel Tondeur de Midi-Pyrénées qui va nous proposer un petit focus sur les actions que l'on mène auprès des jeunes. Merci Délie et bonjour à tous. Je suis donc Lionel Tondeur, correspondant Midi-Pyrénées de Finance et Pédagogie. Si vous voulez bien passer, afficher la slide de présentation, merci. Alors, mener des actions auprès des jeunes est dans l'ADN de Finance et Pédagogie. Parce que c'est un public qui déjà en temps normal demande à être accompagné et qui doit faire l'objet de toute notre attention pendant cette période de crise sanitaire. Il faut savoir que la population des 18-25 ans, par exemple, est la seule à avoir perdu en pouvoir d'achat depuis le début des années 2000. Et donc, nul doute que les jeunes seront probablement les premières victimes sociales et économiques de cet épisode Covid. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, nous avons renforcé notre partenariat avec les missions locales, compte tenu de l'extension du dispositif de la garantie jeune pour les 16-25 ans et de l'accroissement des effectifs. Dispositif sur lequel nous intervenons déjà énormément par le passé. Ensuite, nous avons cherché à nouer des relations avec des acteurs sociaux du monde universitaire, comme le Crous et plus récemment les mutuelles. Pour cela, nous travaillons en liaison avec les assistantes sociales, par exemple du Crous, qui doivent étudier les dossiers ASAP. Les dossiers ASAP, ce sont les aides spécifiques à location ponctuelle. Ce sont des dossiers d'aide financière que peuvent demander les étudiants en cas de difficulté. Et puis, autre axe de travail également, le dispositif Erasmus, qui permet à des jeunes d'obtenir une aide pour partir à l'étranger en vue de parfaire leurs connaissances et d'échanger sur les méthodes de travail avec leurs homologues européens. Enfin, dernière brique, si j'ose dire, apportée à la construction de l'éducation financière des jeunes, le SNU, Service National Universel, qui devrait démarrer, si tout va bien, en juin-juillet de cette année, puisque c'est un parcours donc d'action vers la citoyenneté et cela suppose qu'une place soit faite à l'éducation financière. Les intervenants finance et pédagogie, d'ailleurs sur tout le territoire national, se tiennent déjà prêts pour œuvrer avec les autres partenaires du dispositif. Alors, les programmes.
pour réaliser ces opérations? Eh bien, les programmes répondent aux besoins concrets d'information des jeunes. L'objectif étant de donner, par exemple, un maximum de pistes sur les aides dont ils peuvent bénéficier pendant cette période de crise sanitaire, ça c'est le premier axe, mais aussi les former sur les questions de gestion du budget, en particulier l'installation dans le premier logement, les économies d'énergie ou la consommation responsable, qui sont déjà des thèmes d'ailleurs pour lesquels les jeunes ont beaucoup d'appétence, tout ce qui est écologique, consommation raisonnée. Et donc, que l'on complète, nous, avec un focus sur les nouveaux canaux de distribution numérique, Internet par exemple, et les impératifs surtout de sécurisation. Enfin, d'autre part, nous voulions aussi à les guider et à les conseiller dans la démarche auprès des organismes bancaires afin qu'ils puissent préparer au mieux à la fois un stage à l'étranger, par exemple, mais aussi pour qu'ils puissent obtenir des services qui sont adaptés à leurs besoins. Voilà. Bien évidemment, pour réaliser ces opérations-là, nous avions dû nous adapter aux contraintes qui sont liées au confinement, par exemple. Donc, que ce soit en termes d'horaire, mais aussi en mettant en place des ateliers à distance, puisque parfois les ateliers en présentiel ne pouvaient avoir lieu. Voilà, je vous remercie. Et comme Midi-Pyrénées est une terre de rugby, je passe le ballon maintenant à Patrice Cross pour qu'il aille marquer l'essai sur le sport. Eh bien, je ne suis pas surpris d'être au cœur de cette métaphore sportive, naturellement. Je vais essayer au moins de transmettre le ballon à défaut de marquer l'essai. Merci Lionel pour cette présentation. Vous aurez compris que les actions en faveur de la jeunesse sont au cœur de l'ADN de Finance et Pédagogie. D'ailleurs, c'est une des raisons qui fera que dès le début de l'été, au cours du lancement du SNU, du nouveau service national universel, Finance et Pédagogie aura à cœur d'être aux côtés des équipes, notamment de la Banque de France, qui vont se mobiliser. C'est bien quand on s'y prend tôt et surtout quand ça va mal, comme en ce moment, qu'il faut apporter les informations utiles. Merci donc à Lionel pour cette présentation et puisqu'on souhaite absolument que je marque un essai, je vais appeler le PAC de la fondation du PAC de performance avec Sophie Dufour d'un côté, qui est en ligne normalement, la liaison vidéo n'était pas possible, mais Sophie, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour tout le monde. Bon, Sophie est bien là. Et Yael Schmitt, qui a été au niveau de l'antenne de Loire-Brome-Ardèche, le pilote des actions qu'on a entamées vers le monde sportif qui est très bouleversé par toute la crise que nous traversons. Beaucoup de jeunes se trouvent et il a fallu mettre en place des dispositifs d'éducation financière. Alors, je vais passer d'abord la parole à Sophie pour lui poser une première question, tout simplement de nous présenter la fondation du PAC de performance pour que tout le monde vous connaisse bien. Alors bien entendu, donc la fondation du Pacte de performance, elle a été créée sous l'égide de la Fondation du sport français, Éric Ferrandour, donc qui est reconnu d'utilité publique. Et en fait, notre mission, notre objectif, c'est de promouvoir et de financer sur l'ensemble du territoire français, donc vraiment partout sur le territoire, la formation, mais aussi l'insertion socio-professionnelle et la reconversion des sportifs de haut niveau. Et par ce dispositif, encourager le soutien des entreprises vers les sportifs. Pour cela, il y a différents dispositifs qui sont mis en place, tels que le mécénat financier et le mécénat de compétences, donc qui permettent aux entreprises, mais aussi aux particuliers, donc d'obtenir, de soutenir à travers soit un don en numéraire, un don en moyens matériels, ces athlètes de haut niveau dans leur projet de vie. Bien, merci Sophie pour cette présentation. Je profite de l'occasion pour dire que si vous avez des questions, j'en ai déjà certaines qui sont apparues à l'écran, n'hésitez pas à les remonter et Sophie, Yael pourront y répondre également à la fin. N'oubliez pas les questions. Une deuxième question, Sophie, on parle beaucoup de la crise actuelle. Concrètement, pour un jeune sportif, qu'est-ce que ça bouleverse? Quelles sont les évolutions auxquelles il est confronté? Il ou elle est confronté? Du coup, la période actuelle est comme pour tout le monde, du coup très très incertaine. Il y a de nombreux partenaires économiques qui se sont désengagés financièrement afin de pallier aux difficultés des marchés actuels. Donc moins de partenariats, moins de ressources financières pour les accompagner dans leur projet de vie.
Et pourtant, les objectifs et enjeux des tricolores n'ont pas du tout changé. Hein. Ils s'investissent toujours plus pour performer sur les grands rendez-vous internationaux. On sait que les Jeux olympiques et paralympiques approchent à grands pas. Et du coup, les investissements financiers sont plus importants qu'avant, avec cette année supplémentaire qui s'ajoute. Et du coup, la gestion de leur budget s'en trouve impactée. Et le rôle de la fondation, l'implication de nos mécènes et des partenaires tels que Finance et Pédagogie prend vraiment tout son sens, parce que nous, on est toujours là, à leur côté, pour les aider et les soutenir dans cette étape d'autant plus particulière que d'habitude. Bien, merci Sophie. Je vais me tourner vers Yael Schmidt, qui lui est en liaison vidéo, donc qui nous parle depuis son territoire de l'Ordre-Ardèche. Alors concrètement, quelles ont été les actions qui ont été mises en place par FP pour investiguer ce sujet méconnu, mais qui concerne des milliers de jeunes, pour ne pas dire plus? Oui, bonjour Patrice, merci de me passer le micro. Pardon. Simplement, il faut reprendre la genèse. L'action a vu le jour il y a à peu près 1 an et demi, où, bien avant le Covid, on avait déjà une certaine sensibilité du fait de nos mécènes en tant que partenaire BPCE pour les Jeux Paris 2024, d'un accompagnement des sportifs sur le sujet de la relation à l'argent. Une chance qu'on avait à l'époque, c'est d'avoir déjà un territoire Loire-Ardèche qui était impliqué sur le sujet. Finance et Pédagogie qui avait une sensibilité aussi pour déployer une action nouvelle, et la fondation du pacte de performance qui a été réceptive à notre proposition. Suite à cette proposition, nous avons fait des tests sur des publics de sportifs et de personnel encadrant. À la suite de ces tests, on a bâti un programme pédagogique d'accompagnement spécifique aux athlètes, qu'on a d'abord testé en présentiel. Depuis, le Covid est passé par là, donc je tiens à préciser que c'est une action qui est complètement à distance, par un format de visioconférence, sur des ateliers qui durent 2 heures et qui retracent pas mal de sujets, principalement sur les problématiques que les athlètes peuvent rencontrer. Je mettrai en premier lieu la déclaration d'impôt, puisque c'est souvent une question qui revient et qui est d'une spécificité pas toujours simple. On peut parler aussi de l'après-carrière sur l'investissement immobilier ou les investissements en termes d'épargne. Et on peut aussi rajouter les problématiques de création de statuts spécifiques aux athlètes. En l'occurrence, on peut voir aussi des situations type d'auto-entrepreneur à créer. Donc c'est une action qui a accompagné à peu près une centaine d'athlètes jusque-là. L'action est dimensionnée sur des micro-groupes de 5 athlètes. Nous sommes des sportifs de très haut niveau, hein, puisque ils sont présents pour les Jeux Olympiques. Donc le choix de Finance et Pédagogie a aussi été de déployer 2 correspondants, puisque je co-anime la plupart des ateliers avec mon collègue du Sud, Alain Dubois, et je pense qu'on n'est pas trop de 2 pour accompagner 4-5 athlètes sur les ateliers. Pardon. En conclusion, Yael, ma question, c'est quel premier bilan tirer de cette opération, sachant bien sûr qu'on est au milieu du gué et que c'est une opération qui est amenée à se déployer. On pourrait évoquer d'ailleurs également des actions vers des clubs amateurs, hein, notamment du sport collectif, mais pas que. Un premier bilan, en quelques mots, avant qu'on poursuive l'effort, ce qui est bien normal quand on fait du sport. Oui, un premier bilan, apparemment, d'après le retour des athlètes, c'est un bilan positif, même s'il n'est pas toujours simple d'organiser des ateliers, puisque les athlètes peuvent être disséminés, pas uniquement sur le territoire, mais on va dire aussi au niveau international pour des problèmes de préparation. Donc un bilan très positif à mon sens, d'après le retour qui en est fait. Par contre, difficile à organiser. En conclusion, je pense malgré tout que pour des sportifs de très haut niveau et professionnels, c'est un accompagnement incontournable. Je porterai un point qui, à mon avis, a son importance. C'est aussi que l'association Finance et Pédagogie permet d'intervenir sans avoir de but commercial. Nous sommes face à des sportifs qui sont régulièrement démarchés par des agents ou des structures avec des intérêts contractuels. Les interventions que nous faisons ne mettent pas en avant des contrats typés bancaires comme on peut retrouver dans d'autres types d'actions. Donc ça, c'est une importance qui n'est pas des moindres, pour la bonne et simple raison que les sportifs sont ultra sensibilisés à cette démarche.
Eh bien, merci pour ce premier bilan et cette action relativement nouvelle que FP déploie. Merci à la Fondation du Pacte de Performance de nous faire confiance, à Yael, à Alain et bientôt d'autres conseillers de le déployer. Nous allons passer à un nouveau sujet. Ce qui est très impressionnant dans la crise que nous traversons, c'est que chaque segment de la société est peu ou prou impacté. Et il y en a naturellement un que nous avons tous en tête, c'est celui des chefs d'entreprise, des créateurs d'activités, des professionnels qui ont souvent été percutés de plein fouet. Et sur ce sujet, c'est Alain Dubois et quelques autres conseillers qui ont constitué des focus pour accompagner des populations qui n'étaient pas prêtes à se trouver en situation d'accompagnement aussi brutalement et qui se sont trouvées à l'arrêt. Donc Alain, notre conseiller finance et pédagogie pour Provence-Alpes-Corse, mais également les territoires ultramarins, à qui je donne la parole. Oui, bonjour, merci Patrice, et bonjour tout le monde aussi. Oui, effectivement, donc je représente notre association sur Provence-Alpes-Corse et l'ensemble des Outre-mer, avec y compris Saint-Pierre-et-Miquelon aussi, où j'ai passé quelques temps. Alors, sur la partie des professionnels, alors quand on dit professionnels, on peut parler d'entrepreneurs, commerce de proximité, artisans indépendants, hein, c'est assez vague. Dans un premier temps, pendant le premier confinement, on s'est aperçu que certains professionnels étaient effectivement impactés par la crise et impactés de manière très formelle et se retrouvaient relativement vite en difficulté. Notre première action, ça a été de monter une formation, une information à leur côté pour les accompagner pendant la période de crise. Donc ça s'est bien passé sur 2020, mais on a quand même fait le constat que un certain nombre de professionnels fragilisés par cette pandémie et notamment les conséquences économiques pour eux-mêmes et leurs salariés, et les familles bien évidemment, se voyaient très mal accéder aux aides proposées par les autorités pour plein de raisons, globalement la difficulté à accéder à l'information, à parvenir à réaliser un certain nombre de démarches administratives. Donc chez Finance et Pédagogie, on s'est dit il va falloir non pas accompagner la personne qui est dans une situation de crise sur des démarches administratives, mais leur donner le maximum d'informations sur toutes les aides, et Dieu sait s'il y en a, qui peuvent les aider pendant cette période. Donc sur 2021, donc en début d'année, on a décidé de proposer, de présenter, d'expliquer à tous ces professionnels l'ensemble des aides qu'on a référencées, et Dieu sait encore une fois si on a pu en trouver. Donc notre premier travail sur cette action professionnelle, ça a été de recentrer bien évidemment l'ensemble des secteurs à accompagner. Alors je l'ai dit tout à l'heure, les commerces de proximité principalement, les artisans, les indépendants, donc les entrepreneurs, toutes les entreprises de taille petite et moyenne. Et bien évidemment, on a fait aussi un focus sur les professionnels de santé, à la fois libéraux et salariés, dont on sait que certains ont pu être en difficulté. Alors donc on a fait un travail de mise à jour, de veille, de cette information, de toutes les aides, face à un public, donc des offres, de l'information, un public face à nous. On a catégorisé les offres par secteur, évidemment. Ensuite, on a aussi catégorisé les offres par région. Alors, on est parti des offres nationales, évidemment, je vais vous en citer quelques-unes. On est allé voir aussi s'il y avait des offres régionales, voire départementales, et dans certains cas, on s'est rapproché aussi de certains CCAS, de certaines mairies notamment, pour voir des accompagnements spécifiques. On en a trouvé, donc sur ma région aussi, sud-est par exemple, ça existait. Et puis on est allé encore un petit peu plus dans le détail, et ça c'était vraiment l'aboutissement de ce travail de veille qui est fait sur la durée et en mise à jour. On est allé voir aussi les aides proposées par les organisations patronales, ordre des comptables par exemple, ou des médecins libéraux, des infirmiers, etc.
Voilà, l'idée c'était d'avoir le maximum d'informations. Alors pour n'en citer que quelques-unes qui vont toucher les commerces de proximité, artisans, c'est leur expliquer par exemple comment solliciter un fonds de solidarité, comment bénéficier d'un report d'échéance par exemple, d'une remise d'impôts, comment rééchelonner par exemple ces crédits, comment accéder aux médiateurs des entreprises, évidemment aussi comment bénéficier de l'activité partielle pour les salariés. Donc vous voyez, il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'offres, et la grosse difficulté pour les indépendants, c'était de s'y retrouver, et donc on a tenté de les accompagner. Voilà globalement sur les professionnels. Donc je passe. Alors, j'ai pas de métaphore, on va dire sportive, mais je passe le micro à ma collègue Marie-Véronique Brion. C'est à toi, Marie-Véronique. Oui, merci. Merci Alain, merci. Donc je suis Marie-Véronique Brion, je travaille au sein de la cellule nationale sur les projets de formation. Donc, à la suite de ce qu'a pu vous présenter Alain, donc je voulais vous dire un mot de la série de courtes vidéos que nous avons réalisées, enfin que Finance et Pédagogie a réalisé l'année dernière, toujours dans le même objectif d'apporter des informations concrètes, pratiques, aux personnes qui peuvent se trouver notamment, enfin particulièrement fragilisées par la crise. Donc, ces vidéos sont déjà consultables sur la chaîne YouTube de Finance et Pédagogie. Vous pouvez vous connecter sur cette chaîne à partir de notre site internet. Et elle s'adresse à deux types de publics. Elle s'adresse à la fois aux particuliers et également aux professionnels, les sujets. Alors, peut-être qu'on peut voir, il me semble qu'il y a une diapo de synthèse. Si on y a accès, sinon, voilà, bon, ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous pourrez donc les consulter, et à titre d'exemple notamment, je voudrais que l'on puisse visionner celle qui a été enregistrée sur le thème de comment réagir en tant qu'entrepreneur face à des signaux d'alerte. Si on peut... Perturber la vie de l'entreprise sont souvent liés à des situations exceptionnelles comme des pannes, des casses de matériel ou des accidents. Mais d'autres signaux peuvent et doivent vous alerter en tant que chef d'entreprise. Côté dirigeant, les indicateurs les plus visibles sont liés à l'activité elle-même. Un carnet de commandes en berne, un agenda désespérément vide doivent très vite vous alerter. Bien sûr, il faut répondre aux demandes de rendez-vous et faire des devis, mais il faut savoir concrétiser. Cela passe souvent par une phase de relance systématique. L'absence ou la baisse d'activité est souvent prévisible. Votre banquier ne peut encore s'en rendre compte, car les outils de suivi des comptes courants n'enregistrent que le chiffre d'affaires encaissé. Rappelons, car c'est essentiel, que toute activité économique répond à la même logique. À travers le chiffre d'affaires, il faut dégager une marge suffisante qui servira à couvrir les charges fixes et variables pour arriver in fine au résultat. Ce résultat bénéficiaire permettra à l'entreprise et aux professionnels de vivre. Les prélèvements du dirigeant, en cas de difficulté, devront évidemment être réduits au maximum pour préserver la trésorerie de l'entreprise. La trésorerie, c'est justement l'indicateur numéro 1 pour la banque. Sa dégradation peut être la conséquence d'une chute ou d'une absence de rentabilité provoquée par exemple par un manque d'activité, une baisse de la marge brute ou encore une progression des charges. Heureusement, une entreprise peut connaître des tensions de trésorerie pour des raisons moins graves, mais qu'il faudra quand même traiter. On peut citer par exemple un surstockage de marchandises, des délais de paiement de factures clients trop longs, des impayés, de l'autofinancement de matériel. N'hésitez pas à vous faire conseiller. Même si vous êtes un micro-entrepreneur, vous avez l'obligation de tenir une comptabilité simplifiée. C'est un outil précieux. En tant que micro-entrepreneur, vous avez aussi l'obligation d'ouvrir un compte spécifique pour votre activité professionnelle. Ce compte est suivi par un chargé d'affaires qui sera votre interlocuteur privilégié. Il sera toujours là pour financer vos besoins d'investissement ou de trésorerie
s'ils sont clairement identifiés et justifiés. Il ne pourra par contre jamais financer des pertes comptables. Évidemment, votre entreprise doit avoir une viabilité économique. Un conseil pour conclure. Un chef d'entreprise ne peut piloter à vue son activité. Il doit établir un plan de trésorerie qu'il s'efforcera de suivre et de mettre à jour. En cas de difficulté, de nombreux professionnels comme les experts comptables, les banquiers, mais aussi les conseillers des chambres de métiers, chambres de commerce, réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises et même, si nécessaire, le tribunal de commerce sont là pour vous aider. Il ne faut jamais rester seul face à ces problèmes. Bref, un chef d'entreprise bien entouré, c'est un chef d'entreprise mieux protégé. Donc, voici un exemple de ces vidéos. Désolée pour la qualité du visionnage, il est meilleur sur le site, je l'espère en tout cas. Et juste vous dire qu'effectivement, ces mini-séries pourront également servir à l'information des réseaux bancaires qui sont nos partenaires sur ces thématiques. Donc, ces vidéos, elles abordent notamment la question du numérique et du digital. Et pour vous permettre de découvrir un petit peu plus sur ces thématiques, eh bien, je vais passer la parole à Sophie Magnani, notre correspondante sur Midi-Pyrénées. Oui, bonjour à tous. Merci Marie-Véronique. Donc effectivement, je vais vous parler d'une thématique toute nouvelle, récemment mise en place par Finance et Pédagogie, qui concerne les ateliers numériques. Donc si je peux avoir le slide, merci, de présentation. Donc cette thématique a été mise en place suite déjà à des constats. Donc un risque accru d'exclusion du numérique. Alors, encore plus aujourd'hui, avec la crise que nous venons de traverser, il est vrai que le numérique s'est accéléré dans nos méthodes de fonctionnement. Alors, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est un exemple type avec ces webinaires, mais au-delà, dans le quotidien, on a vraiment, le numérique, ça a explosé, a vraiment fait un pas en avant. Donc, les exclus sont encore plus exclus aujourd'hui. Et il y a aussi le constat de lutter contre l'exclusion bancaire qui découle de l'exclusion du numérique. Donc il faut savoir, aujourd'hui, à peu près 1 Français sur 6 est exclu du numérique. Donc autant par la pratique que parfois la connexion, les zones blanches, le matériel pour les plus défavorisés. Voilà. Donc, l'objectif de Finance et Pédagogie face à ces constats, c'était comment on peut procéder, remettre de l'humain avec des actions de proximité et de solidarité. Alors, en animant des modules de formation à destination des non-utilisateurs des services à distance, des non-utilisateurs du numérique, des plus éloignés du numérique. Donc, on fait ça, nos ateliers sont à peu près en 2 actes. Donc, l'initier aux outils digitaux, les outils de banque à distance aussi, mais les outils digitaux au sens large, et mener, ce qui est très important aujourd'hui, des actions de prévention contre la fraude. La cybersécurité est également un sujet de société aujourd'hui. Donc, il faut se prévenir quand on commence à aller sur le net et à pouvoir aller sur différents sites. Il faut savoir aussi se protéger et protéger les données. Donc, comment on a mis ça en place? On fait des interventions, des ateliers délocalisés, comme je vous l'ai dit, comme c'était la proximité. Donc, on va voir les gens sur leur territoire, au plus près d'eux, puisque c'est un accompagnement physique au plus proche, puisque comme on parle d'éloignement du numérique, il est vrai que c'est très important d'avoir un accompagnement pratique. Donc, on travaille avec nos mécènes, mais on travaille également avec des structures en intervention, donc en co-accompagnement.
et on est plutôt en format, tout le temps en format présentiel uniquement, puisque avec les personnes éloignées du numérique, nous n'avons pas la possibilité de travailler, contrairement à toutes les thématiques qu'on a pu adapter au format à distance. Eh bien, c'est vrai que le numérique, ça, on ne peut pas le faire puisque les gens ne pourraient pas suivre nos formations à distance. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on a mis en place aussi? Alors, le gouvernement, dans le cadre de son plan de relance, a décidé de mettre en place des plateformes régionales. La participation de FP et c'est pareil, c'est tout récent, hein, c'est quelque chose qu'on commence à faire donc sur la région Occitanie, dans laquelle je suis, hein, puisque je suis sur Toulouse. C'est une région pilote, donc c'est une co-construction. Donc, on participe avec d'autres acteurs donc sur cette plateforme, d'autres entreprises, d'autres acteurs publics, avec un double objectif. Donc, prendre part à une réflexion sur un enjeu de société et orienter les usagers vers une préformation de l'usage numérique. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas la possibilité, par exemple, de manier une souris, là, ça va être difficile de faire les ateliers avec eux. Hein, la méthode pédagogique n'est pas adaptée, hein, puisque là, il y a vraiment un éloignement important. Donc, c'est surtout les diriger vers des structures et mettre en place on va dire, une procédure un petit peu où ils pourront déjà se former sur le numérique, en tout cas les bases, et après, nous, on fait l'accompagnement. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu toutes les actions qu'on pouvait mettre en place sur le numérique. Et je vais passer la parole maintenant à mon collègue Lionel Rocher, le maître du jeu, qui va vous présenter Finance Poursuite. Merci Sophie, bonjour à tous, je suis effectivement Lionel Rocher, correspondant régional en charge des départements de l'Ain, du Rhône et du Nord-Isère, et je vais avoir le privilège de vous présenter notre tout nouveau jeu, le petit dernier né de Finance et Pédagogie, à travers tout d'abord le lancement d'une courte vidéo qui vous donnera les éléments principaux. Bien, tel que vous avez pu l'apprécier dans le film de présentation, nous avons voulu un outil qui donne envie de jouer avant d'avoir envie d'apprendre. Il a un graphisme un peu naïf, mais c'est surtout pour déconnecter les participants du sujet et d'inciter au jeu. Quand bien même chacun sait que l'objectif in fine est bien sûr l'acquisition de connaissances, mais on sait que l'apprentissage par le jeu est particulièrement efficace. Finance Poursuite est un outil complémentaire à ce que nous possédons déjà. Vous savez qu'on a un jeu qui s'appelle le jeu du budget, qui a vocation à inscrire les participants plus dans une démarche d'acquisition de techniques de gestion budgétaire pour découvrir ce que sont les charges fixes, les dépenses courantes et amener les participants à gérer sur une année entière. Finance Poursuite, lui, a vocation à permettre à un large public de parler d'argent de manière beaucoup plus large, toujours d'un point de vue, un axe ludique. Et on y développe des sujets comme le rôle de la banque, qu'est-ce qu'une banque, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, ce que l'on peut faire, la tarification.
On parle d'épargne, on parle de crédit, comment se constitue une épargne de précaution, une épargne projet, quels supports peuvent être proposés par la banque, qu'est-ce qu'un microcrédit, un crédit immobilier. On aborde évidemment, comme le soulignait Sophie, les outils ludiques pour le paiement, le digital, c'est important aujourd'hui au niveau bancaire. Et puis, on aborde l'aspect psychologique comportemental dans le cadre de la consommation, qu'on soit seul, qu'on soit deux. Et bien sûr, la transmission du patrimoine, les assurances de la famille. On a profité, entre guillemets, du contexte sanitaire pour développer un axe un petit peu différent, le déséquilibre potentiel que peut apporter une pandémie, pour bien réfléchir à la manière dont on peut rebondir rapidement et agir. Donc, nous avons créé une question Covid, qui bien sûr ne sera pas définitive, et on le souhaite tous, mais ça nous permet aussi de rebondir. Et d'ailleurs, chaque année, nous avons le projet de produire des cartes spécifiques en fonction de l'actualité et des évolutions bancaires. Alors, ce jeu se présente sous la forme d'un support absolument classique. Il a un plateau qui mesure 90 cm par 50 de large, donc il est assez grand. Il permet ainsi à une dizaine, voire une vingtaine de personnes de voir dans une salle l'évolution du jeu sans se déplacer, donc en respectant les gestes barrières. 200 questions sont accompagnées d'un livret des réponses, ce qui permet à nos partenaires de reprendre les acquis pédagogiques après la formation, parce que nous vous proposons de conserver un exemplaire du jeu. Et comme c'est un jeu, bien, nous avons joint des pions, un dé, un sablier, pour que ce soit le plus ludique possible. Et les approches donc, sont assez différentes parce que nous avons conçu le jeu pour permettre tout d'abord ce qu'on peut appeler un brise-glace, c'est-à-dire d'introduire le sujet avec des personnes qui sont parfois réticentes à parler d'argent. Le public n'est pas franchement évident. On a peur d'être stigmatisé, on a peur que ce soit un petit peu trop intrusif de parler d'argent. Donc le jeu peut délier les langues. Et puis on l'utilise aussi en validation des acquis de formation à la fin d'une séance, enfin de 2-3 séances. On peut aussi l'utiliser en one-shot, simplement jouer au jeu. Donc, les thèmes sont assez nombreux, il y en a une douzaine de thèmes. On peut s'offrir le luxe de choisir les thématiques qui semblent les plus adaptées, d'une part aux besoins des participants, mais aussi à leur capacité en termes d'apprentissage et de compréhension. Encore une fois, le ludique permet de faire beaucoup de choses et ça permet surtout de ne pas stigmatiser et ça permet d'approcher assez simplement des sujets qui sont vraiment très très sensibles. On ouvre le dialogue, on ouvre le questionnement. Parmi les partenaires avec lesquels nous avons déjà utilisé le jeu, même s'il est assez universel, mais il s'adresse à quasiment tout le monde, on a proposé cela à des personnes en difficulté financière et économique dans des centres sociaux, ça marche très très bien. On l'a proposé à des garanties jeunes, ayant peu de connaissances sur le monde bancaire, en sélectionnant bien sûr les questions, là aussi ça fonctionne. On l'a proposé à des personnes en situation de handicap physique et cognitif, ça marche aussi. Et puis, on peut le proposer à l'éducation nationale, l'école de la deuxième chance. Bref, il est assez universel. Je terminerai simplement en lisant la petite phrase qui est en bas, la petite phrase en rouge, qui est un point qui nous tient à cœur. Le jeu a été créé par Finance Pédagogie. Il a été totalement imaginé par nous, par nos autres conseillers, et il a été fabriqué en France. C'est un sujet assez important. Voilà, Patrice, je te rends la parole. Eh bien, merci Lionel, ton surnom de maître du jeu va te rester, bien évidemment. Effectivement, le Finance Poursuite, qui est un jeu commercialisable, si un partenaire souhaite l'acquérir, c'est possible, et a été réalisé sous l'innovation, à partir de la créativité de l'équipe et de l'ensemble des conseillers. Sachez aussi qu'il a été rendu possible grâce au soutien financier de la Fédération nationale des caisses d'épargne. J'en profite pour l'en remercier. Et pour remercier également les équipes de la FNCE, de PCE, qui sont nos mécènes et qui ont rendu possible, nous apportant un soutien technique, ce webinaire. Bien, nous arrivons à la conclusion de ce webinaire. Ça fait près d'une heure que nous sommes en ligne. Quelques questions ont été posées et nous étions engagés à y répondre, donc on va le faire rapidement. D'abord, première question, je vais y répondre directement. La question du coût des formations proposées par Finance et Pédagogie au PCB. Bon, d'abord, savoir que Finance et Pédagogie, lorsqu'elle intervient pour les publics cibles, intervient quasiment gratuitement, si ce n'est quelques défraiements liés au transport et
lorsqu'il y a un grand nombre d'interventions à mener. En revanche, nous sommes habilités à développer des formations professionnelles, donc pour des publics salariés. Dans ce cas-là, nous rentrons dans un régime plus strictement commercial. Le coût d'une journée d'intervention de finance et pédagogie, 1 300 € et d'une demi-journée 690. Et je ne rentrerai pas dans ce détail. Nous avons ensuite toute une série de tarifications qui permet de modérer le coût, notamment lorsqu'on intervient en interprofessionnel. Savoir que pour les PCB, nous intervenons principalement sur les sujets liés à la banque, voire au budget, mais que nous sommes également en partenariat avec la Banque de France qui intervient gratuitement pour les questions de surendettement, et par exemple France ESF qui intervient plus sur les questions de budget. Désolé d'avoir commencé à vous parler d'argent, mais somme toute, quand on parle d'éducation financière et que la question a été posée, ça peut naturellement se concevoir. J'avais une question pour... alors j'ai perdu ma question, bien sûr. Hein. Si j'avais une question pour Délie Royot, de la part d'une représentante de CCAS, qui voulait savoir s'il était possible de mesurer l'évolution des dépenses sur plusieurs mois lorsqu'on était sur pilote dépenses. Oui, merci Patrice. Eh bien, je souhaite rassurer cette auditrice, téléspectatrice. Oui, on peut voir les dépenses sur plusieurs mois, elles sont enregistrées. Et il y a même une petite gamification sur l'application qui permet en fait de voir la progression entre le reste à vivre et les dépenses que l'on a chaque mois. On a voulu être pratique, mais aussi un peu ludique, comme l'a dit Lionel. C'est en s'amusant, entre guillemets, hein, parce qu'on reste sur des sujets très sérieux, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on progresse sur l'apprentissage. Et évidemment, toutes ces informations sont conservées dans votre téléphone et uniquement pour vous. Voilà. Merci Délie. Une autre question qui est posée à destination d'Hélène Sophie Ménage, qui représente donc l'UNCAS. Est-ce que les microcrédits sont réalisés directement par les CCAS ou par des structures partenaires? Si ce sont des structures spécialisées, faut-il privilégier la signature d'une convention avec le CCAS? Merci pour votre retour. Et pour être complet, je viens de lire une intervention d'une participante qui regrettait parfois les délais d'instruction au niveau des CCAS, mais je crois que c'est malheureusement, face au flux, un point qu'on peut observer avec d'autres structures. Hélène Sophie, est-ce que tu peux répondre? Oui, alors merci Patrice. Alors j'ai répondu effectivement dans le chat là, au sujet du microcrédit. Alors je reprécise, hein, les CCAS proposent du microcrédit personnel, non pas du microcrédit professionnel. Et donc en l'occurrence, c'est un peu un jeu à trois bandes, c'est-à-dire le bénéficiaire du microcrédit, le CCAS qui va assurer l'accompagnement social et le ou les partenaires bancaires qui peuvent être très divers selon les conventions qui sont passées localement entre le CCAS ou par exemple le crédit municipal ou j'évoquais Parcours Confiance, Créasol, etc. Enfin, en fonction des territoires, évidemment, les partenaires bancaires vont être différents, sachant que la plupart du temps, évidemment, ça s'inscrit dans le cadre d'un parcours d'insertion. Et la plupart du temps, et là, ça ne concerne pas que les CCAS qui proposent du microcrédit, on voit que les microcrédits personnels sont utilisés dans des démarches d'aide à la mobilité, par exemple, pour l'achat d'un véhicule d'occasion, pour décrocher un emploi à l'autre bout du département. Et alors, je reprends effectivement au bon la petite pique là sur les CCAS qui seraient dépassés. C'est comme ça que Sonia, dans le chat, l'évoque. Alors, je précise quand même que les CCAS sont très mobilisés. Je serais curieux d'ailleurs de savoir sur quel territoire le CCAS en l'occurrence est dépassé. Juste au-delà de la petite pique, c'est vrai que, comme je l'évoquais, les CCAS ont parmi leur public les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes en difficulté économique et sociale, principalement les bénéficiaires de minima sociaux, les familles monoparentales. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le public est extrêmement divers. Les demandes peuvent être là aussi très diverses d'un territoire à l'autre, avec des moyens qui ne sont pas forcément non plus pléthoriques. Vous avez des CCAS tout petits qui fonctionnent avec une dizaine d'agents et d'autres qui sont évidemment beaucoup plus importants et qui ont plusieurs centaines d'agents qui sont en l'occurrence des fonctionnaires territoriaux. Donc oui, quelque part, parfois les CCAS sont presque, j'allais dire, victimes de leur succès, et en tout cas sursollicités sur certains territoires parce que ce sont des guichets ouverts à tous, comme je le disais, et qu'ils ont, ils ont cette mission d'information, d'accès aux droits, et donc d'accompagnement aussi.
Et donc le fait est qu'ils peuvent être sursollicités par endroits sur certains dispositifs, ce qui peut allonger les durées de traitement. Et comme je le disais à Sonia, voilà, on pourrait voir éventuellement en prolongement de ces webinaires sur quel territoire, en l'occurrence, le CCS ne répondrait pas forcément exactement aux attentes, en tout cas en termes de délai, mais aussi au regard des activités et des sollicitations qu'ils peuvent avoir par ailleurs par d'autres, enfin une multitude de publics. Bien, merci Hélène Sophie. Quelques questions, ça s'agite, alors des questions à la volée. Pour Lionel, le maître du jeu, quelle est la durée de déploiement d'un finance poursuite pour une dizaine de personnes? Alors la durée, elle va dépendre des attentes en fait du partenaire. 1h30, je dirais, c'est un minimum. 2 heures, c'est bien. 3 heures, c'est encore mieux. Parce que selon les objectifs pédagogiques que l'on fixe, eh bien, on va pouvoir approfondir les différentes notions qui seront abordées. Et j'en profite pour répondre à une autre question. Je vois qu'on nous pose la question du coût. Alors, on a fait le choix d'une facturation qui est très modeste, puisque pour 100 € simplement, on vous propose de venir vous voir, d'animer le jeu avec vous et puis les personnes que vous accompagnez. Et bien évidemment, nous vous laisserons le jeu. Une question, merci Lionel, une question qui nous est posée pour les chefs d'entreprise agricoles. Bon, on a un conseiller qui s'est spécialisé sur ce type de problématique. N'hésitez pas à nous contacter via le site directement et là ce serait trop long de répondre et on pourra aiguiller les chefs d'entreprise la tête d'entreprise liée au monde agricole. Nous arrivons à la fin du temps qui était imparti à ce webinaire. Un certain nombre d'entre vous nous posent la question de savoir s'il sera consultable. Oui, il sera consultable. Il va être mis en ligne rapidement sur le site de l'association. Le réalisateur peut passer au dernier slide pour que chacun puisse noter notre adresse internet finance-pédagogie.fr. Donc oui, vous pourrez consulter ce webinaire en ligne. Vous pourrez d'ailleurs, lorsque vous voulez nous contacter, avoir accès aux coordonnées de l'ensemble des collaborateurs de Finance et Pédagogie depuis l'équipe nationale aux antennes régionales. Si je devais donner un mot de la fin, tout ça, c'est d'abord vous remercier chaleureusement d'avoir participé à cette réunion. Je pense qu'elle vous aura permis de mieux connaître notre activité. Remercier l'ensemble des intervenants, bien sûr. Puis vous dire que je pense que nous sommes tous à un moment de rendez-vous important. Face à la crise actuelle, les dispositifs puissants ont été mis en place. Encore faut-il bien les utiliser, y accéder, puis bien les utiliser. C'est donc une question d'argent et je crois que collectivement, qu'on soit travailleurs sociaux, formateurs, institutions, entreprises, il faut qu'on se mobilise pour être à ce rendez-vous. Et une partie de la réponse, ça ne vous surprendra pas de la part du directeur de Finance et Pédagogie, elle réside tout simplement dans la capacité à former, à éduquer et avancer dûment renseignés et en personnes compétentes. Je vous dis à très bientôt. Nous avons du point sur la planche. Alors, soyons collectivement au rendez-vous et nous n'hésiterons pas dans les prochains mois à lancer de nouveaux webinaires Focus FP pour faire des zooms sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Portez-vous bien.